mariage partout le suivent. La grâce et la victoire. Par Dieu, mais c'est toute la jeune fronde qu'il fait danser. Tous les ennemis d'hier. Un fils par famille ralliée. L'idée est fort belle. La faveur, la renommée et la paix viennent se joindre au cœur universel pour célébrer celui qui, de ses rayons divins, fait régner sur la terre la vie et la lumière. Cet enfant, Ce n'est plus un enfant, madame. C'est un roi. Par la fin. Et tout finit le 22 mars 1687. La musique ne joue point ce soir. Alors c'est Louis XIV qu'on vient de voir, et il vient de souligner la mort de Lully, le 22 mars 1687. Et les conditions de la mort de Lully ne sont pas les plus légères. Gagné par la gangrène, Lully refusa pourtant de se faire couper le petit doigt du pied. Et après quelques jours de retardement, c'eût été le pied entier, puis la jambe. Je vous laisse donc imaginer l'état de notre compositeur dans ces derniers jours. Mais je vous parle de ça, c'est pas par une obscure fascination pour la mort, qui serait un peu baroque d'ailleurs, mais parce que le drame de la mort de Lully a un lien avec le Te Deum. Mais avant ça, reprenons du début. Alors, 1932, en Italie. Voilà un petit extrait, histoire de cadrer un peu le contexte. La musique a l'air d'être assez douce, mais avec la voix, en fait, ça a l'air de s'opposer un peu. En fait, la voix, enfin, du moins le volume de la voix, s'oppose un peu avec la douceur de la mélodie. Je pense que la chose la plus importante, là, c'est effectivement le chanteur et le texte. Et juste un petit accompagnement derrière. Alors, c'est ce qu'on appelle de la musique baroque. J'en profite pour faire un petit point sur les époques. On est à notre 4e épisode. Alors, souvenez-vous, on a vu, pour ceux qui étaient là, premier épisode Beethoven, entre classique et romantique. 2e épisode, le Sacre du printemps, c'était musique moderne. 3e épisode,
Sweeney Todd de Sondheim, c'est entre contemporain et puis avec des influences populaires. Et aujourd'hui, donc, musique baroque. Lully arrive en France à l'âge de 13 ans, au service de mademoiselle la duchesse de Montpensier. Et c'est en fait pour lui apprendre l'italien. Et en échange, mademoiselle la duchesse, voyant que Lully a quelques dispositions pour la musique, lui offre quelques cours avec des professeurs. Il apprend notamment le violon, le clavecin, la théorie et la composition musicale. Mais qu'est-ce que c'est qu'apprendre la composition finalement? Par exemple, voilà, prenons une mélodie de basse qui est extraite du Tédéum de Lully. Donc Lully a composé cette mélodie. Comment écrire en même temps une deuxième voix pour faire entendre de la polyphonie, mais que ça sonne bien tant qu'à faire. C'est ce qu'on appelle le contrepoint. Et donc il y a différentes règles à respecter. Première règle à respecter, il faut privilégier les consonances entre la première voix et la deuxième voix. Donc l'octave c'est cet intervalle-là, consonance parfaite, et la quinte. Ça c'est la première règle. Donc on privilégie soit octave, soit quinte. Deuxième règle, on va privilégier des mouvements contraires entre les deux voix pour renforcer l'indépendance des deux voix. C'est-à-dire que si ma première voix descend, il faudra que ma deuxième voix monte en mouvement inverse. Et troisième règle, privilégier les mouvements le plus conjoints possible dans la voix qu'on invente, c'est-à-dire que ça reste mélodique. Alors, allons-y, imaginez vous êtes compositeur. Vous avez donc la première note mélodique qui est un Do. Donc, en même temps, soit je joue un Do, soit je fais jouer à mon violon un Do, soit je fais jouer un Sol. Choisissons le Sol. Je m'attaque à ma deuxième note. Ma deuxième note est un La de la mélodie ici. En même temps, soit je peux faire jouer un La, soit un Mi. Et souvenez-vous de notre deuxième règle, qui demande de privilégier le mouvement contraire. La mélodie Do-La descend. Donc, ma deuxième voix ne peut pas descendre du Sol vers le Mi. Elle est obligée de monter vers le La. Ce qui nous donne... Ça va, vous suivez? Troisième note, le Si bémol. Soit je joue en même temps un Si bémol, soit je joue en même temps la quinte qui est un Fa. Toujours selon notre règle de mouvement contraire, il va falloir que la voix du haut, elle descende exactement. Donc elle est sur un La, elle ne peut pas monter sur le Si bémol, donc descendre sur le Fa. Alors donc maintenant c'est un Fa, vous avez compris le principe. Quand on continue, ça nous donne ça. Ça, c'est la voix qu'on obtient en appliquant nos trois règles du contrepoint. Il se trouve que, évidemment, Lully, c'est un compositeur, c'est son métier, il a écrit ça pour violon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute des notes. Mais si vous regardez bien, donc ça c'est la voix de Lully qu'il a écrit pour le violon. Si vous regardez bien, en fait l'ossature est là. Là il ajoute, il n'a rien changé. Il ajoute juste des ornements et des notes de passage. Mais on voit bien que l'ossature est encore là. Ce qui nous donne... Alors on poursuit. 34 ans avant le drame, Lully devient compositeur de la musique du roi. Et c'est le fameux moment de notre minute biographique. Louis XIV est né à Saint-Germain-en-Laye en 1638, de Louis XIII et Anne d'Autriche. Il a à peine 5 ans lorsqu'il devient roi de France et est donc placé sous la régence de sa mère. C'est Mazarin qui est en charge de son éducation, mais Louis n'est pas un élève. Il présente des dispositions certaines pour la peinture, l'architecture, la musique et surtout la danse. Le futur roi dansera au moins 2 heures chaque jour en compagnie de maîtres compétents et deviendra un artiste émérite dans cette discipline. La danse et les ballets, à travers une mise en scène grandiose, fascinent le roi. Il décèle notamment les véhicules politiques puissants, peut-être cette combinaison de musique magistrale et de déploiement de décors fastueux. Le souvenir de la Fronde, la rébellion des nobles, a marqué durablement Louis XIV, qui cherchera longtemps à montrer à la noblesse qu'il est le seul maître de son royaume et qu'il y contrôle les guerres comme les plaisirs. À la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV prend le pouvoir lui-même et établit une monarchie absolue de droit divin. Le roi y incarne seul le pouvoir et doit donc seul l'exercer.
Louis XIV devient donc Soleil, il est censé ministre tourner autour de lui, comme déjà dans le ballet de la nuit de Lully. Affirmant en outre que son autorité vient de Dieu, le roi Soleil impose à ses sujets une totale obéissance et limite considérablement les autres formes de pouvoir. Lorsqu'il meurt à Versailles en 1715, Louis le Grand laisse finalement une image de grand mécène. Danse, théâtre, peinture, sculpture, architecture et musique. L'ensemble des arts a bénéficié de la recherche de mise en scène de l'absolutisme royal. Fin de la minute biographique. Alors, intéressons-nous à la musique sous Louis XIV. Et en fait, celle-ci est organisée en 3 départements. Il y a la chapelle royale, pour la messe quotidienne du roi. La chambre du roi, pour les soupers et les bals, dont Lully deviendra surintendant en 1661. Et la grande écurie. La grande écurie, c'est notamment pour le décor sonore de la cour, lors de ses déplacements extérieurs. Quand le roi sort, il sort toujours avec ses munitions. Un peu le MP3 d'époque. C'est principalement Lully qui a joué un rôle considérable dans l'histoire de la musique française de cette époque. Et c'est notamment de lui que date, on peut le dire, l'orchestre moderne, qui s'appuie notamment sur le quintet des instruments à cordes. Et ce qui est intéressant, en parlant d'orchestre et d'instruments, c'est de voir un peu l'évolution des instruments depuis l'époque baroque. Je prendrais pour exemple la trompette. À l'origine, la trompette est simplement un tube qui permet d'émettre une série d'harmoniques. Les harmoniques, c'est quoi? C'est l'ensemble des composantes d'un son en lien direct avec la fondamentale. Par exemple, quand on a la basse, si le tube est de longueur à faire la note de basse Do, c'est sa fondamentale, eh bien le trompettiste pourra, à l'époque antique, pourra obtenir tous les sons qui sont en lien. Voilà, et puis on monte, il sera là. Il y a une première évolution au Moyen-Âge avec l'apparition de la technique de coudage des tuyaux. Donc on obtient une trompette qui est ensuite la trompette baroque, donc une trompette comme celle-ci. La trompette, depuis 1600, est admise dans la musique de concert, notamment à la grande écurie. Je vous fais entendre le son de la trompette baroque. En fait, ce ne sont que des notes qui appartiennent aux harmoniques. La grande invention du XIXe siècle, c'est le piston pour la trompette. Le piston, en fait, c'est un système qui permet de faire comme si on avait plusieurs trompettes de taille de tuyaux différentes et donc de notes différentes. Et ça permet d'obtenir l'ensemble des notes. Je vous fais entendre un petit extrait de la trompette à piston. Vous entendez qu'il y a beaucoup plus de notes différentes avec des chromatismes. C'est l'intérêt de l'invention du piston. Alors, intéressons-nous maintenant à la musique religieuse, puisque le Te Deum fait partie de la musique religieuse. En 1660, certains biographes prétendent que Lully aurait composé un premier Te Deum. Toujours est-il qu'il est perdu maintenant. En tout cas, il a composé un Jubilate Deo. Un Jubilate Deo, c'est un motet, comme la plupart des musiques religieuses de l'époque. Un motet, c'est une composition à plusieurs voix sur un texte latin, ce qui est le cas du Te Deum. Qu'est-ce qu'un Te Deum en fait? Te Deum, le titre déjà, c'est l'abréviation de la première phrase, qui veut dire Te Deum laudamus, Dieu, nous te louons. C'était une prière qu'on chantait depuis le Moyen-Âge, les dimanches et certains jours de fête, mais c'était aussi un chant pour des occasions festives, comme les processions et les victoires. Et il y a en fait une dimension politique dans le Te Deum. De nombreux compositeurs en ont écrit un, et notamment pour fêter la victoire du roi. Comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la minute biographique, le roi de toute façon était un peu confondu avec Dieu, notamment concernant Louis XIV. Alors revenons à Lully. Il a écrit donc dans sa musique religieuse des Miserere, des Dies Irae, des Jubilate Deo, des Te Deum. En fin de compte, on pourrait rassembler toute sa musique religieuse sous 2 thèmes, la gloire et la mort. Et c'est intéressant de voir que ces 2 thèmes sont en fait des thèmes de théâtre. Et Lully était un homme de théâtre. En 1670, Lully écrit avec Molière Le bourgeois gentilhomme. Alors bourgeois gentilhomme, c'est une comédie-ballet. La comédie-ballet, c'est quoi? C'est un peu l'ancêtre de la comédie musicale en fait. C'est un genre qui mêle théâtre, musique et danse. Et la comédie-ballet, c'est un genre qui a été créé par Molière et Lully, les 2 Baptistes, comme les appelait Madame de Sévigné. C'est Jean-Baptiste Lully et Jean-Baptiste Poppi. Les 2 Baptistes, elle dit qu'ils sont les génies complémentaires qui se sont entraînés et influencés l'un l'autre. Molière met son texte au service de la danse et Lully sa musique au service du théâtre. Alors je vais vous montrer un petit extrait du bourgeois gentilhomme
Alors on est dans la maison de M. Jourdain. M. Jourdain, c'est un bourgeois de Paris, qui a engagé plusieurs maîtres afin de devenir homme de qualité. Ce qui est intéressant dans cet extrait notamment, c'est qu'on va y voir l'attrait pour la diversité et les contrastes musicaux. Et c'est une des caractéristiques de la musique baroque. Voici pour mon affaire un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes. Questa star l'ultima affronta. Non te ne ronza, non te ne ronza. Questa star l'ultima affronta. Questa star l'ultima affronta. Non te ne ronza, non te ne ronza. Questa star l'ultima affronta. Col turca turtina. Ehi bala, ehi bala. Serva turca turtina, turtina. Ehi bala, ehi bala. La tabera, subera, tabera, da. La tabera, 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 da. La tabera, subera, tabera, da. La tabera, subera, tabera, da. La tabera, 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 da. La tabera, subera, tabera, da. La tabera, 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 da. La tabera, subera, tabera, da. La tabera, subera, tabera, da. La tabera, 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 da. La tabera, subera, tabera, da. La grande expérience de Lully dans le théâtre ne va pas être sans influence sur sa musique religieuse, notamment dans tout ce qui est le lien entre texte et musique, et dans la mise en valeur du texte. On va s'y intéresser, et ajoutons à cela qu'à l'époque baroque, les compositeurs manient pour la plupart l'art de la rhétorique. Alors qu'est-ce que c'est que la rhétorique? C'est, donc ça vient du grec orateur, c'est l'art de bien parler, l'art de persuader, et également la technique de la mise en œuvre des moyens d'expression par la composition et les figures. Donc la rhétorique, c'est pas à la base lié à la musique. Mais depuis déjà la Renaissance, les compositeurs s'en sont emparés et ont cherché le moyen de mettre en valeur le texte par l'utilisation de figures de rhétorique. On va en voir des exemples dans le Te Deum, justement. Un premier exemple, il s'agit de la mise en valeur d'un mot par le rythme. Regardez le mot sempiternus, qui veut dire éternel, et regardez la longueur de la note qu'il choisit de mettre sur sempiternus. Ici, ce sont des noirs, donc c'est quelque chose, on va l'écouter après. Hein. Ce sont des noirs, donc c'est quelque chose qui avance, et là, hop, c'est une ronde plus une blanche, donc ça fait 6 temps, c'est 6 fois plus long que le début. C'est le moyen de mettre en valeur le mot éternel. Autre exemple, toujours sur la mise en valeur d'un mot en lui-même, cette fois ce sera plus rythmique mais mélodique. Regardez le mélisme ascendant qu'il propose sur le mot Gloria. Alors après, il y a possibilité de mettre en valeur plus qu'un mot, une phrase, le sens d'une phrase dans son ensemble. Par exemple, la toute première phrase du Te Deum, qui est Te Deum laudamus. Et bien sur cette phrase-là, il va donner globalement une courbe ascendante. Autre exemple de mise en valeur sur une phrase, cette fois la phrase Miserere nostri Domine, ça veut dire prends pitié de nous. Et alors, là il va utiliser une figure qui est très répandue à l'époque baroque, c'est le chromatisme. Le chromatisme est très souvent associé soit à la souffrance, soit au repentir. Voici un extrait. Donc le chromatisme, c'est en fait des notes qui sont juste à côté les unes des autres. C'est le petit intervalle, le demi-ton, le petit intervalle dans la musique occidentale. On en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Et donc ça symbolise beaucoup à l'époque baroque la souffrance notamment. Un dernier exemple de figure de rhétorique,
voir que par la mise en musique en elle-même, lui met en valeur la phrase omnistera, l'expression omnistera qui veut dire la terre entière. En fait, c'est un soliste qui chante avant cela, et pour dire omnistera, il fait rentrer tout le chœur. Vous allez voir l'effet que ça donne. Alors, parlons du Te Deum dans son ensemble maintenant. Le Te Deum a été composé 10 ans avant le drame. On écoute ce qu'on dit le Mercure galant, toujours notre biographe de l'époque. Toutes sortes d'instruments l'accompagnèrent, les timbales et les trompettes n'y furent point oubliées. Ce qu'on admira particulièrement, c'est que chaque couplet était de différentes musiques. Le roi le trouva si beau qu'il voulut l'entendre plus d'une fois. Et ça qui est important dans cette œuvre, c'est le grand contraste qu'offrent les différents couplets. On peut compter au moins 7 couplets, et la plupart sont précédés d'une courte introduction instrumentale, qu'on appelait à l'époque symphonie. Au niveau des contrastes et des couleurs, Lully alterne les strophes en Do majeur, donc sa tonalité principale, avec d'autres couleurs. Je vous fais entendre un petit peu les contrastes entre les différentes couleurs. Donc la première en Do majeur, je vais vous faire entendre le début, on l'a entendu tout à l'heure, mais c'est pour bien vous remettre la couleur de Do majeur dans l'oreille. Alors, premier contraste avec le deuxième couplet, qui est écrit en La mineur. Qu'est-ce que j'en dis? Il y a un changement de ton, il y a un changement d'octave. Ouais, exactement. Et pas seulement que d'octave, aussi un changement de gamme en fait. Là, ce qu'on appelle la tonalité, c'est l'ensemble des notes qui sont utilisées, la gamme. Il y a un changement de gamme qui fait que, comme il part en La mineur. Sûrement pour remarquer encore l'arrivée à la suite du Do majeur. Oui, ça permet de contraster aussi avec ce qui vient après. Ouais, exactement. Alors, autre contraste. Donc, troisième couplet, il revient en Do majeur. Autre contraste avec le quatrième couplet, qui cette fois est en Sol majeur. C'est un peu plus paisible en fait. C'est pas plus triste puisque de toute façon. Comme une sorte de repos en fait. De repos? Ouais, un peu. Un repos, mais pas dans le sens où on se repose de façon triste, en fait, c'est... Ouais, c'est assez serein en fait, je pense. Ouais, tout à fait. Dernier exemple de contraste avec l'avant-dernier couplet. Cette fois, c'est Do mineur. Il y a aussi des contrastes de style d'écriture. Je vous donne 4 exemples de style d'écriture qu'on trouve dans le Te Deum. Premier style, le style soliste accompagné. C'est-à-dire que c'est un soliste qui chante, qui est accompagné. Un petit peu comme dans le Monteverdi qu'on a entendu tout à l'heure. Donc le seul chanteur avec un continuum en dessous. Deuxième style, ce qu'on appelle l'écriture en imitation. L'écriture en imitation, ça veut dire que les chanteurs qui entrent les uns après les autres vont avoir leur début de phrase commun. Vous voyez, vous allez voir le poos, ici, poos là-bas. Je n'ai pas mis le reste de la partition, mais on a 5 poos qui vont rentrer comme ça, écoutez, au fur et à mesure. Un peu comme un canon, sauf que comme c'est pas strict après, on appelle ça plutôt écriture en imitation.
dont on a eu un petit extrait tout à l'heure quand on parlait d'Arétoria. L'entrée du chœur. Et alors, dernier exemple de style d'écriture, la polyphonie, l'écriture polyphonique a deux chœurs, et parfois même où les deux chœurs en même temps ne chantent pas les mêmes paroles. C'est le cas ici. Le chœur du haut qui chante Te Deum Laudamus, et le chœur du bas qui chante Dominum Convidemur. Sur scène en fait, hein. Il y a tout l'orchestre, les solistes et deux chœurs. Alors, vous allez me dire, mais finalement quel est le lien entre ce Te Deum et le drame dont je vous ai parlé au tout début, qui est la mort de Lully? On y vient. Le 7 janvier 1687, le Mercure Galant, toujours notre musicographe de l'époque, écrit: on fit la répétition du Te Deum samedi dans l'église des Pères Feuillants, où il y eut un grand concours de monde. Il y avait plus de 50 instruments différents de musique qui, mêlés avec plus de 100 des plus belles voix de France et au bruit des trompettes et des timbales, charmèrent les oreilles de tous les assistants. En fait, il s'agit d'une répétition pour un concert qui est prévu le lendemain, pour remercier le ciel d'avoir guéri le roi. Et Lully dirige donc cette répétition. Et le nœud d'histoire se trouve là. Au XVIIe siècle, c'est souvent un violoniste qui dirige l'orchestre, de la main ou de l'archet, en même temps qu'il joue. Ceci dit, la canne est de rigueur lorsqu'il faut diriger les musiciens à l'église. Elle fait même partie du décorum. Et c'est quoi cette canne? Il s'agissait en fait de redoutables instruments, près de 2 mètres de haut, recouvertes d'argent et d'un poids de 5 kg. Et Lully se frappa malencontreusement le pied avec cette canne. La blessure s'infecta rapidement, mais étant danseur, il refusa qu'on coupât sa jambe, qui s'infecta à son tour, et la gangrène s'est propagée au reste du corps. Vous connaissez la suite. Voilà le lien entre la mort et le Te Deum. Alors je laisse la parole à Philippe Bossan, qui est un musicologue, pour terminer, parce que j'ai trouvé une phrase d'une belle formule. Selon la tradition, c'est Louis XIV qui, par sa maladie, ou plutôt par la guérison de sa maladie, causa sans y songer la mort de Lully. C'est un superbe sujet pour un poète baroque. L'amuseur public, le bouffon chef, meurt d'avoir voulu dire une fois de trop l'immortalité de la gloire de son maître. C'est gratuit, puisque c'est la répétition générale en fait, du concert de mardi. Salut à la basilique. Vous inscrivez là. Juste, donc, en repartant, vous n'oubliez pas de prendre une petite fiche sur le Te Deum de Lully. Je vous ai mis différentes choses à aller voir sur internet notamment. Le film aussi, le Roi d'Anse qu'on a vu au départ, l'extrait avec Benoît Magimel, qui est vraiment bien.
Et puis aussi, n'hésitez pas à laisser votre adresse mail sur la petite feuille, nom, prénom, adresse mail. Comme ça, moi je vous tiens au courant des différents épisodes de Musique en série. Les prochains, ce sera l'année prochaine, hein, pour l'instant c'est fini. Et puis on a aussi une adresse Facebook Musique en série, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je m'y doute pas, merci. Donc oui, vous pouvez retrouver ce diaporama bientôt sur le site de Musique en série Facebook, par les pages dédiées à Musique en série sur Facebook, et également sur la partie atelier musique du site du lycée. Donc comme il a été annoncé, vous avez la possibilité de vous inscrire pour la générale lundi à la Basilique. Fermeture des portes à 8h moins 10, donc vous pouvez arriver à 19h30. C'est intéressant de vous inscrire ici, on a une vingtaine de places pour lundi. Entièrement dévoué à la musique, je crois qu'il va faire une carrière.